Bonjour à tous pour ce 12e podcast absolument fantastique de RIP. On approche dans ces fêtes, et ils sont déjà à moitié morts de rire parce que j'aurais pété leurs oreilles. On approche aux fêtes de Noël et celles de fin d'année et je suis en compagnie d'Anton le merveilleux. Comment ça va Anton qui vient de se taper 100 000 followers d'un coup? Ça va, je suis merveilleux, j'ai 92 000 followers, je suis plus connu. Ouais, c'est encore un petit peu, s'il te plaît. Voilà, je vais aller faire un pèlerinage aux Ganges pour remercier Dieu de m'avoir donné autant de followers. Je suis vraiment connu. Maintenant, vous m'appelez Monsieur, hein, et voilà. Vous voyez. Voilà, c'est Monsieur Anton Rip. Et Denis qui a revêti un t-shirt absolument exceptionnel, agriculteur un jour, agriculteur toujours. Absolument incroyable, exceptionnel et magique. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? On vous a peut-être annoncé la semaine dernière que nous allions évoquer la thématique jeux vidéo fantastique. Eh ben non, il faudra attendre 2014. C'est reporté, comme la plupart du temps les jeux vidéo, c'est reporté en début d'année pour des raisons top secrètes. Alors aujourd'hui, on va parler de Bonagil, retour sur la saison 2. On va fêter un peu ça parce que c'est l'arrivée dans une semaine ou deux de la saison 1 de RIP qui revient sur les écrans. Même pas une semaine ou deux. C'est quand, le 25 jours, c'est le 25. Ah, rappelez-moi, alors c'est quand? 5 jours. C'est le 25. C'est le 25 décembre. Soyez prêts, ça compte. Chaque vue, chaque moment que vous êtes devant la télé, ça compte pour nous, ça compte pour vous. Et on espère que ça continuera encore longtemps comme ça. Alors, comme je vous le disais, on va parler de Bonagil, un retour sur une enquête explosive, plutôt magique, qu'on a tous vécu d'une façon très originale, qui s'est conclue par une sorte d'apothéose. On va revenir là-dessus. Et en deuxième temps, on reviendra à la Bretagne, cet endroit magnifique, Brocéliande, au manoir de Tertre. On commence avec Bonagil ? Par Bonagil. Bam ! L'enquête qui quand même, j'arrive pas à la qualifier tellement le climax de l'enquête était nul. C'est-à-dire que... alors, d'accord. Alors, premier point, c'est enquête très spéciale parce qu'il s'est pas passé grand-chose tout du long. Il y a eu la photo quand même. La photo, mais elle est survenue la deuxième nuit, oui. Il me semble. Oui, il me semble. Ouais. En tout cas, on a découvert le deuxième nuit. On était en extérieur, je crois que c'était avec Denis. Quand on a fait Et c'était vers la fin. Ouais. C'était vraiment, donc nous, avec Mariana, je sais qu'on a eu le temps d'aller faire des tests, mais... Il faudra raconter bien sûr. Le calme plat, le désert de Gobi. Alors j'ai envie, là, je te sens, tu vois, le désert de Gobi, vous le voyez. Replonge-nous dans les méandres de cette enquête. Ouais. Denis, pareil, quels sont vos souvenirs? Comment s'est passée cette enquête? On est d'accord que le cadre était magnifique, il faisait bon, doux. On a été extrêmement bien accueillis par un propriétaire de folie et le château est plutôt joli. Sympa. Mais on s'est un peu fait chier, quoi. Bah, c'est que... Comment dire, pour être vraiment honnête, non mais sans langue de bois, il faut avouer que cette enquête, des gens la désiraient pas à la base. C'est vrai. C'est-à-dire que dans le listing de la saison 2, voilà, et les lieux qu'on avait choisis, la forteresse de Bonagil ne figurait pas dans cette liste. Et c'est seulement suite à une désistement, pardon. C'est pas grave. Ouais, un désistement d'un lieu que, en dernière urgence, on a choisi cette forteresse de Bonagil qui nous a accepté. Mais c'est vrai qu'on y est un peu, on s'est un peu un reculon, ouais, un reculon, pas nonchalant parce que ça vous rappelle pas quand même des choses, ça? Tous les endroits où on n'était pas très chaud pour y aller. Et il s'est passé des trucs de fou. Valogne, ça s'est fait au dernier moment. Ouais, mais Valogne, on n'était pas très chaud. Non, mais Valogne, ça s'est passé quasiment sur la route. Sur la route, c'est vrai. On a été contactés, mais on n'était pas trop chaud. On avait un peu peur. On dit on va où? On connaît pas le truc. Il y a eu Fougeray aussi, qui ne devait pas se faire, qui était remplacé par un autre. Et on est allé à Fougeray. Je suis certain que si on gratte un petit peu, il y a quand même pas mal d'anecdotes comme ça. Ah oui, les lieux, Le Mans. Ah ouais, mais Le Mans, on voulait pas y aller. Puis on aurait mieux fait de pas y aller d'ailleurs. Alors c'est là où l'équipe, vous voyez, c'est là où l'équipe est un peu mitigée parce qu'il y a une partie qui était pas très chaude parce qu'ils ont toujours peur de la taille et il y en a une autre qui était un petit peu plus excitée d'aller dans quelque chose de plus contemporain. C'est ça. Et les gens qui étaient excités, c'était Terry, Mariana, mais ils sont pas là, donc c'est la majorité qui parle, on assume. C'est vrai que non, mais juste pour faire ma parenthèse sur Le Mans, c'est juste que ce qui était bien, c'était de se rendre chez un propriétaire, mais la taille du lieu faisait vraiment peur. C'était le défi de faire dans une maison moderne, qui n'a pas des superficies énormes, alors qu'on avait fait que des châteaux. Il faut savoir que dans l'ordre de tournage, pas des épisodes de tournage, c'était le premier propriétaire. C'est vrai, c'était le premier de la deuxième session. Voilà, on avait un peu peur de se dire, mais comment on va passer d'un château à ça, et ça va être un petit peu dur. Et ça n'avait rien à voir avec une enquête privée, parce que les enquêtes privées, on n'est pas forcément obligé de s'y rendre l'équipe complète, ni avec la totalité du matériel, et c'est quand même plus libre, il y a une approche plus humaine. Là, c'était dans le cadre d'un tournage. Et c'est vrai que bon bah voilà, par exemple Denis et moi on était plus réticents, toi t'étais content parce que justement on allait voir, c'était une découverte, c'est quelque chose de nouveau, et Terry et Mariana étaient aussi de ton côté. Et au final, l'épisode, comme j'ai toujours dit, il est
génial, même s'il ne se passe rien. Je le trouve extraordinaire dans sa construction. L'intelligence du montage, d'avoir montré comment s'est vraiment déroulée l'enquête pour essayer de comprendre le vrai du faux. Et au final, rationnellement, nous, c'est ce qu'on en a déduit. Après, les propriétaires, je sais que c'est pas forcément ce qu'ils attendaient. Mais le tournage en lui-même, bon, bah, voilà, c'était pas non plus la folie, il faut être honnête. Non, c'était pas génial. Et Bonaguil s'inscrit un petit peu aussi dans cette lignée. Alors exactement, revenons à nos moutons, revenons à Bonaguil. On arrive dans un château magnifique, très grand. Il y a quoi comme légende? Marguerite de Fumel. C'est ça. Ouais, c'est un truc, une petite légende. Non, mais on va être honnête, sur Internet, sur les livres, donc les châteaux fantastiques Par contre, aux éditions Camarion qu'on avait acheté, la trilogie qui est parue en 71, c'était 2 lignes. C'était justement une dame blanche se promène mais sur il les faisait remparts partie de la des forteresse tout de Bonaguil. premiers châteaux référencés en France, dont il disposait d'une fameuse légende de hantise. Alors, on va parler de quelques souvenirs. On était dans cet endroit, ça s'est passé de jour, de nuit, comme vous le voyez régulièrement dans les épisodes, comme vous le voyez toujours dans les épisodes. Qu'est-ce qui s'est passé de concret? Ambiance ou pas d'ambiance? Hormis que c'était joli tout ça. Alors, moi, j'ai un souvenir. voilà, t'as un petit peu résumé le truc. C'était horrible, quoi. Il se passait rien. Non. C'est des grandes pièces vides. Ouais. C'est un château qui est à la visite. Donc, il n'y a plus rien. Je me rappelle même que par rapport à d'autres, il n'y a pas de reconstitution. Comme à l'époque. On avait une armure, je crois que dans une pièce. Il y avait une armure avec dans une vitrine. Dans une vitrine. Ou deux tables. Il y avait un joli plan du château dans le QG où on était, une belle maquette. Voilà, mais il n'y avait pas grand chose. Non, puis il y avait Max, c'est tout. C'est vrai. Il n'y a eu que Max qui nous a parlé de sa vie qu'il a dédiée au. Ouais, l'historien qui était. Et lui, voilà, à part lui qui nous a parlé de ça et puis le propriétaire. Le château est vide. Vide. C'était. Alors on va passer directement à la deuxième nuit, parce qu'on va pas faire traîner. La première nuit, c'est le néant. On a une deuxième journée un petit peu plus sexy. Il y a cet enchaînement avec la photo. Moi, j'ai l'impression de m'être fait toucher. Puis rétrospectivement aujourd'hui, je pense que c'était une bête, vraiment, parce que il y avait trop de couches, il y avait trop de trucs. Je pense que c'est quelque chose qui, voilà, à mon avis, ça devait être ça. Et il y a cet événement de fin qu'Anton et moi avons vécu. Denis n'était pas là, il était en train de ranger le staff avec certains techniciens et on s'est retrouvés dans cet endroit. Est-ce que tu nous replonges un peu dans le décor? On va essayer de se replonger un petit peu dans le décor. Alors, on repart pas sur la première nuit, on dit juste que la première nuit, il ne s'est absolument rien passé. Quand on dit absolument rien, ce n'est aucune fluctuation, aucune photo, aucune vidéo, aucun ressenti. C'est-à-dire qu'on a crapahuté pendant 5 heures dans toutes les tours, les salles à moitié ruines. Il y avait les caves aussi avec les chauves-souris. Pour que dalle. On n'a vraiment rien vu. Et cette deuxième nuit s'inscrit au début dans la même lignée que cette première nuit. C'est-à-dire que les 2-3 premières heures, rien. On repart dans le même délire. On est dans la même chose, on est dans la continuité. Voilà, un peu le serpent qui se mord la queue. On repasse dans les mêmes pièces, on refait des séances de VP. Il ne se passe rien, aucun bruit, aucun même problème, je vais dire, technique, mécanique ou électrique à détecter qui pourrait nous dire que bon. Et cette légende, on essaye en corps et âme, mais je vais dire avec difficulté de la comprendre, puisque les remparts, il n'y en a plus. Ce sont des pièces qui sont à ciel ouvert, parce qu'il est vraiment détruit. Les remparts, on ne les trouve pas, on n'arrive pas à faire la corrélation avec le peu de légendes qu'on a et justement où les gens peuvent la voir, parce que à part être dans la forêt, parce qu'il faut savoir que la forteresse de Bonaguil est sur une petite colline, avec un tout petit village en bas. C'est assez joli d'ailleurs, il y a un vrai charme. Mais la forêt est loin. Donc quand tu es à la forêt, si tu vois une dame blanche sur les remparts de la forteresse de Bonaguil, il faut avoir des yeux de lynx. Voilà. Ça se tient pas. Donc Max Ponce, il nous avait aussi clairement expliqué que la légende était fausse, puisque c'est Marguerite de Fumel qui est dit ou que l'on raconte voir se balader, alors que dans la légende c'était Marguerite de comment elle s'appelle, je fais un trou de mémoire, de Roquefeuille. Voilà. La légende raconte c'est Marguerite de Roquefeuille, alors qu'il nous a démontré, avec ses écrits et puis toute l'histoire, et puis c'est un personnage vu la connaissance et l'érudit qu'il est. Allez sur internet, allez taper Max Ponce, vous allez voir, il a vraiment un univers. Oui, il a voyagé à travers l'Europe. Il avait fait 380 châteaux dans les 30 ans de vie, un truc de fou qu'il avait bloqué sur celui-là. Oui, il avait adoré
préféré celui-ci. Voilà, il y avait ce truc avec les courants telluriques aussi. Ouais, d'ailleurs, c'est bien expliqué dans l'épisode, dans son interview. Ouais, c'est très bien. Elle est cool. Et donc il nous dit déjà, voilà, la légende est erronée. Donc le soir, on part un peu les pieds traînants. Alors on se retrouve un petit peu en dernière partie d'enquête, relativement tard, je sais pas quelle heure il est, doit être 3h du matin. Un petit peu plus tôt. Un petit peu plus tôt, de 3h du matin. On est déjà un petit peu éreinté. Il se passe, comme vous l'avez vu, quelques petites choses. On a l'impression d'entendre un bruit avec Seb à l'époque, tu te souviens, dans l'escalier. Avant tout ça, il y a la photo. C'est vrai que la photo, c'est un peu. C'est d'abord la photo qui est le point de démarrage. Qui nous dit. Enfin, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Cette photo est assez étrange, elle se détache puisque toi et Denis, vous êtes dans la cour. On est loin de loin. On est assez loin quand on prend la photo. Voilà. D'ailleurs, on le voit, il faut quand même bien zoomer. Et on a clairement cette ombre. Une tache noire. Une tache noire qui. Je sais pas si c'est humanoïde ou pas, mais c'est quand même une tache noire qui est il y a quelque chose qui se dessine. À la photo. Et c'est vrai qu'avec Mariana, on va essayer de faire les tests pour savoir. Qu'est-ce que cela peut en être, avec justement on replace les appareils photo à même distance, à des angles différents, flash sans flash, on se met dans l'entre de la porte et on voit clairement que ce n'est pas que ça ne peut pas être un humain. Sinon on verrait se détacher le visage, la peau. On verrait le visage, la peau, les yeux, ce genre de choses. Donc on n'a toujours pas réussi à savoir ce que c'était. Ce qu'on sait, c'est que cette tache est étrangère à la photo. Voilà. Elle peut s'assimiler à une forme humanoïde. Elle peut, parce que c'est. Mais ça. C'est pour ça qu'on l'a gardé un peu dans les événements un petit peu étranges et qu'on n'a pas tiré une vraie conclusion. Nous, on a envie d'y croire, mais ça peut être. Il peut y avoir une bête à ce moment-là qui projette une ombre à cet endroit. Tout est envisageable. On est en extérieur, donc. Tout est envisageable. Même si moi, je me souviens un peu de la topologie du lieu et je sais que là où l'ombre apparaît, c'est un couloir qui mène à un escalier. Et c'est vrai que c'est étrange. C'est étrange parce que cette ombre n'a pas lieu d'être à ce moment-là de la photo. C'est ça qui nous aiguille sur le fait que il y a possible, probable apparition. C'est envisageable. Ensuite, suite à ça, on est moi et Seb, on se balade dans une des parties du château où il n'y a plus de toit, là où il y a la cheminée. C'est la chambre de la reine. Exactement, la chambre de la reine où il n'y a plus de toit. Moi, je prends un coup de flip parce que j'ai l'impression qu'on m'a touché, alors que probablement, j'ai plus l'impression que quelque chose qui m'a peut-être piqué ou pas. Je suis assez dubitatif encore aujourd'hui. Et il y a une sorte d'enchaînement qui se passe. Il y a la température qui fluctue. Il y a le EMF qui fluctue. Pas encore. Tu vas vite en besogne là. Parce que si on a eu une fluctuation de EMF avec Sabin. Vous avez eu une fluctuation de EMF. Et même les températures. Le son étrange aussi qui survient. Mais c'est à la fin, ça. C'est quand on s'en va et on se retrouve dans le truc d'escalier et on entend ce bruit. Je sais pas rétrospectivement, on en a reparlé avec Seb, on sait pas trop ce que c'était. Ça peut être une bête, ça peut être quelque chose, parce qu'on était déjà un peu conditionné. Donc il est possible que ce soit quelque chose d'extérieur, de totalement explicable, qui ait créé cet événement. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on redescend, on dit putain, les mecs, il se passait 2-3 trucs. Et on décide tous de remonter, à l'exception de Denis qui reste au QG pour commencer à préparer le rangement, parce que voilà, ça prend du temps pour commencer à ranger. Et vu qu'il ne s'était pas passé grand-chose, on était tous crevés et un petit peu démotivés. Et on s'est retrouvés dans cette grande pièce. Incroyable. On était 9. Il y avait les 2 caméramans. Ouais. Il y avait Louis qui était là. Je sais pas si c'était Loulou ou c'était Stéphane. Ah si, c'était Louis, parce qu'il a commencé avec nous après Jama. On était 5, on était 4. Donc on a fait la saison 2 ensemble. On est 7. Attends, Seb, Mariana, toi, moi. On est 7. Arnaud et les. On est 7. On est 7. Et là, il va pas falloir attendre longtemps pour qu'il se passe des trucs. Bah non, parce qu'on revient dans cette pièce où vous avez eu justement peut-être un premier contact. D'accord. En tout cas, c'est ce que l'on suppose à ce moment-là. Quand quelque chose t'a touché et survient ce son et ces fluctuations. Et personnellement, voilà, je vais raconter un peu aussi mon sentiment personnel maintenant qu'on est en podcast. Denis nous dira un petit peu. Là, on parle nous, mais Denis nous dira aussi un peu de l'extérieur comment il a vu ce truc-là. Je pose le pod au milieu de la pièce et je suis persuadé, mais vraiment persuadé dans ma tête, que jamais il ne va s'activer. Parce qu'un pod, en extérieur, dans une forteresse où il n'y a aucune électricité, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de courant, il n'y a rien du tout. J'étais persuadé que ce pod ne s'activerait pas. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je le prends, je vais le mettre, ça peut donner une pièce de référence s'il se passe quelque chose. Et je le mets un peu sans conviction, de façon un peu nonchalante. C'était la première année où on l'utilisait en plus. C'est la première année où on l'utilisait. Et voilà, en extérieur, bon, pas très convaincu. Et c'est vrai que l'enchaînement, ce qui va se passer, en tout cas moi, ce qui me met sur la piste, c'est que c'est le pod qui s'active en premier. Donc avec une faible intensité, d'accord, puisque c'est dans les jauges vertes. Et il va s'activer pendant quoi, 15-20 secondes, il va s'arrêter.
carrément. Je me souviendrai toujours de la sensation, je regardais les gens. On s'y attendait pas. Alors, tout le monde il y avait une sorte d'aimant. Nos yeux étaient aimantés par ce pote qui se mettait en route au milieu de cette pièce. Parce que personne ne s'attendait à ce qu'il s'allume. Non, personne s'attendait. Ouais, personne s'attendait à ce truc-là. Et il y a eu une sorte d'ambiance. Moi, j'ai eu l'impression que d'abord, tu sais, ce son ambiant qu'on entend se ralentit, s'éteint légèrement et nous plonge dans un truc. Je sais pas, il y avait quelque chose qui se passait, qui nous a un peu, tu sais, aimanté. On a été magnétisé par ce truc. Et alors, c'est parce qu'il peut-être s'était rien passé aussi pendant les 2 jours et les 2 nuits, c'est possible aussi. Mais et là, on avait un truc qui était en train de se manifester à nous, et l'ambiance est arrivée. Il y a eu une sorte de silence. Alors, encore une fois, c'est toujours notre regret. Là, on vous le dit en podcast, le regret de ne pas avoir eu, je sais pas, des micros qui coûtent 10 000 ou 15 000 $. Ouais, mais je pense même pas qu'il faut être sur place, tu vois, ce que nous, on a entendu. Parce que moi, quand je regarde l'épisode, on n'entend pas. Je me dis, mais si vous saviez ce que nous, on a entendu. Ah ouais, non, c'était ouf. Hein. Ouais, c'est clair. C'était juste hallucinant. Alors moi, ça reste toujours mon top 1 de mes expériences de RIP. Hein. Marion, elle le dit dans le. Marion qui cadrait à l'époque, elle le dit. Parce qu'à la fin, quand le bruit s'arrête, elle enlève ça. Elle a des yeux, mais des billes comme ça. Et elle fait c'était quoi ça? Et c'est énorme parce que là tu te rends compte qu'entre la différence de ce même Arnaud, voit, même Arnaud qui est de formation extrêmement sceptique et à remettre tout en cause, notre réalisateur, il est assez dubitatif et même encore maintenant c'est encore un des trucs où il se dit putain j'ai pas une explication, je sais pas ce qui s'est passé. Non mais là il s'est passé quelque chose. Alors on va en venir à Arnaud parce que c'est vrai que pour moi la réaction d'Arnaud est aussi très très importante à décrire pour ceux que vous ne voyez pas derrière l'écran. Donc ce pote qui s'active. Et toi, on le voit aussi. L'appréhension que tu as, parce que tu as déjà eu un contact. À ce moment-là, tu es sûr d'avoir eu un contact. Moi, j'ai fait, là, il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de conscience ou de rationalité qui veut prendre le dessus sur ce que tu as vécu. Sur le coup, tu es vraiment convaincu que voilà. Ah oui, je me crispe. La vidéo, j'ai l'impression que je boude contre le mur. Ah oui, c'est ce moment-là, parce que je dis c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Et là, Seb, il a les deux. Il a les K2 lui Non, il n'avait pas les K2 parce qu'on avait le REM et le détecteur de température. Ah ouais, et c'est vrai qu'à ce moment-là, pendant les 20 premières minutes avant l'activation, la température est stable. Elle est stable. Elle est stable. Elle est autour des 16,8 ou 16,9. Je m'en souviens. C'est ça, exact. Et 16,9. Ensuite, le pod s'active. Deuxième étape, on a tous cette impression de silence qui commence à se former autour de nous. Et là, la température chute. Elle va chuter en 8 ou 9 minutes, d'une dizaine de degrés. Et dans l'épisode, 16, 15. Je suis à 12, qu'est-ce qui se passe? 10, 9, 8. La température chute inexorablement de façon incompréhensible. Incompréhensible. Parce qu'on ne ressent pas forcément le froid. On ne ressent pas le froid. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant d'air. Rien. On a juste l'impression que tout s'est arrêté. On est au mois de septembre. Il faisait bon. Ah bah carrément. De toute façon, vous voyez quand on fait l'interview avec Mariana, avec Max, c'est grand soleil et tout. Le soir, il fait un peu friscoon, mais je veux dire, on est à 16-8 quoi. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure, donc c'est des températures plus qu'agréables. Et donc cette température va chuter. Et je me souviens qu'elle atteint, il me semble 4,9. Ah ouais, je me souviens plus, mais c'est fou. Et on le ressent pas, c'est ça qui est assez fou. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de petites brises qui sur la peau. Non, il n'y a rien du tout. Et là arrive un tourbillon, l'inexpliqué, un tourbillon. Les 4 cavaliers de l'apocalypse, mec. Non mais on a l'impression que au-dessus de nous, je sais plus qui c'est qui dit ça. On a ouvert un couvercle. Au-dessus de nous, on a ouvert un couvercle et on entend quelque chose ailleurs. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que tu vois, quand on parle de cette théorie, je sais que par exemple j'ai lu Jaël qu'elle partage un petit peu notre opinion sur qu'il est envisageable que peut-être ces entités soient des gens comme vous et moi dans une autre, sur une autre planète, dans une autre dimension, et que de temps à autre, quand les univers se frottent, ils arrivent à se contacter. Et ben moi, Bonaghi me fait penser à ça. De toute façon, c'est très simple. Je pense Bonaghi, tu as le mec qui n'a pas vécu la chose. Très rationnellement, il va dire c'est du vent ou c'est un phénomène météo. Alors que nous, qui l'avons vécu et qui étions sur place, je pense que cet adulte trentagénaire, cet adulte de plus de 30 ans, presque, on était un peu plus jeune, mais non, mais peuvent facilement faire la différence. De toute façon, avec Arnaud qui est beaucoup plus vieux, il fait la moyenne. Spécial dédicace, Nono. Je déconne. Non, mais en gros, 7 personnes de consistance, je vais dire psychique normale comme nous. Voilà, peuvent faire la différence entre un courant d'air, un vent qui tourne, voilà, qui rentre dans une pièce, vous avez tout le monde entendu, tu ouvres un volet, tu ouvres un store, tu as la porte qui est ouverte derrière, tu l'entends, le vent qui siffle. Mais là, tu as 7 personnes qui pendant 1 minute vont avoir
exactement le même ressenti. Oui. Et des méga sceptiques aussi. Des méga sceptiques. Mais, Arnaud et ce qui est Mariana. très important, c'est sans se dire ce qu'ils sont en train d'entendre. Ouais. Et on le voit dans l'épisode. Chacun reste sur place, les yeux ouverts, on écoute, mais personne dit « Attends, j'entends ça, j'entends ça ». On entend. Arnaud dit « J'entends plein de bruit ». Seb, il dit « Qu'est-ce que c'est que ces bruits ?» Et moi, je ne parle pas, je dis juste on garde son calme. Mais personne n'a partagé. C'est-à-dire que pendant qu'on l'écoute, personne n'a dit on l'expérimente on entend d'abord. ça, on entend des voix de chien qui on est en train de l'expérimenter tous ensemble. Voilà, on ne s'est pas influencé. Non. Et c'est seulement lorsque ça ce vortex sonore s'arrête qu'on l'entend dans l'épisode. Ça, par contre, c'est un truc qu'on entend très bien. On entend le silence. Ouais, et ça s'arrête. Ça monte. Ouais. Ouais. Et là, coup. Ah non, c'est ouf. Franchement, c'est fou. Et on pourrait en parler pendant des heures. On aimerait bien en parler en visu avec vous, en vrai, parce que je pense que vous avez des vraies questions autour de ça. Mais je pense je suis pas sûr qu'on puisse revivre un truc pareil. Je pense qu'on le revivra pas. Franchement, non. Alors toi, je pense que ça doit être frustrant parce que tu. Alors Denis, vas-y. Alors Denis, voilà, tu es très silencieux là maintenant. Qu'est-ce que toi, d'un œil extérieur, quand t'as vu le truc, quand on t'a expliqué, je me souviens un peu de ta réaction, du oh les mecs, déconnez là, c'est pas possible. Ce qui est bizarre, si tu veux, pour un tournus, bon c'est déjà un tournus spécial parce que tout le monde est parti en même temps. Et je me souviens qu'on reste à 2. T'es avec qui en bas? Je sais plus, je suis en train de. Mais t'es pas avec Émilie? Si, t'es avec Émilie. T'es avec Émilie, elle pionçait, donc c'était vite torché. Oui. Donc Émilie, c'était notre directrice de production à l'époque. Voilà, mais qui en général vers 1h tombait. Et donc là, elle dort. Et je sais plus avec qui je suis, qui range aussi le matériel. Il y a quelqu'un qui m'a aidé aussi. Mais du staff technique par contre. Je me souviens plus moi. Et moi j'ai tellement ce souvenir en tête de ce qu'on a vécu que je t'avouerais que le reste. Il devait y en avoir. Ouais, bref. Et bon. Revenons au passage intéressant. Putain, au bout d'un moment, je me dis, putain, j'ai bientôt tout rangé. Putain, ils font quoi? Je me suis dit, c'est bon, le tournus, là, on est monté. C'est le dernier en général. C'est le pire épisode de RIP. Il s'est rien passé, machin. On sait que le dernier, en général, le dernier tournus, voilà, je vais pas dire que ça s'abrège, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as refait 12 fois les mêmes pièces, tout ça. Et puis ça dure. Je vois mes valises qui commencent à toutes se fermer. Je dis, putain, bon, ils redescendent, que je finisse, bordel. Et putain, je vous vois descendre. Enfin, je vous entends dans l'escalier. Et là, je vois des têtes. Mais là, je les ai vus, les fantômes. Moi, j'en ai vu 7 d'un coup, par contre. Transparents, blancs. Vous étiez... Je sais pas. Il y en a, ils pouvaient plus parler. Il y en a qui étaient... Il y en a, ils sont arrivés, ils se sont jetés sur le banc. Ils sont restés comme ça, avec les appareils dans les mains. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué, parce que... Après, dire non, je m'en fous de pas y être allé. C'était pas grave, ça, c'était pas le problème, puisqu'il peut y avoir des tournus où il se passe des trucs. On l'a déjà eu. C'est le jeu, quoi. C'est voilà. comme ça. Ouais. C'est pas grave. Mais ce qui a été énorme, c'est d'avoir... La première fois, 7 personnes qui te racontent d'un coup. la même chose. Ouais. Tu vas les voir, parce que moi je récupérais le matos, parce que j'avais l'impression d'avoir des handicapés devant moi. Il n'y en avait plus un qui bougeait, il n'y en avait plus un qui m'amenait un truc. Je dis putain, faut que je récupère tout. Et là, à chaque personne, j'avais le même son de cloche. C'est putain, ce qu'on a entendu. Putain, t'aurais vu les appareils, putain, la température qui chute, le MF, le pod, Et tout le monde m'expliquait la même chose sur le même appareil, le même son, tout le monde essayait de me le reproduire en faisant le c'est même inexplicable, enfin on peut pas le reproduire. Et après quand j'ai vu le montage, je suis resté con, sans déconner. Ah non mais c'est clair. Je suis resté con. Ils me l'ont fait écouter, Arnaud me l'a fait écouter tout de suite sur la DV à chaud. Ouais. Donc déjà je suis resté sur le cul parce que au casque déjà j'entendais vachement bien. Et après au montage ça a été phénoménal. Et tu as dit un truc qui est très vrai. Je crois que ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans le sens, il s'est passé un truc de fou. Elle est derrière nous là en ce moment, elle se repose. C'est Mariana. Parce que Mariana elle avait l'amplificateur de son, donc imaginez ce qu'elle a ressenti. C'est clair qu'elle avait entendu à fond. Et elle m'a dit, Denis, je sais pas ce que j'ai vu, parce que je sais pas ce qui s'est passé là-haut. Mais elle dit, j'en ai encore des frissons, je suis tétanisé. Et ça a été là, je me suis dit, c'est bon, là il s'est passé un truc. Là, on a vraiment vécu, Denis le raconte plutôt bien, parce qu'il l'a vu de façon extérieure, on a vécu, pour moi, à mon sens, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est ma meilleure expérience de RIP. Ouais. Et tu vois, c'est maintenant qu'on en reparle, j'ai même envie, parce que la plupart des gens, c'est pas bien, mais c'est ce que vous faites, c'est que vous allez regarder l'épisode sur YouTube. Forcément, la compression, la qualité est merdique. Ouais, c'est clair. Donc, ce qu'on va peut-être pouvoir faire, c'est je vais juste extraire ce passage. Et le remettre de nous, nos épisodes qui sont dans nos ordinateurs, qui sont de haute qualité.
juste le passage en son, en wave, pour essayer de faire écouter vraiment aux gens, au casque, ce qu'on entend vraiment. Parce qu'au casque, on entend vraiment des choses, des fréquences, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus net, plus clair, ce qu'on n'entend pas sur YouTube, sur des enceintes d'ordinateur, on n'entend rien. Donc ça, c'est peut-être, je pense qu'on essaiera de vous le faire parvenir peut-être pendant la diffusion de la saison 2 sur Planète AEI au mois de janvier. Et avec la réaction de Mariana, je reviens aussi sur celle d'Arnaud. Comme tu disais, Arnaud, qui est de confession cartésienne, non croyant, c'est-à-dire que c'est vraiment quand on meurt, c'est tout noir, hein, on ne se pose pas la question, ce qui est après, on s'en fout. Et Arnaud a fait quelque chose, je vais dire, qui est interdit de faire en tournage, c'est de couper sa caméra. Ouais, je sais, ouais. Et ensuite d'allumer une cigarette. Tellement il a été choqué, tellement ça a été un impact émotionnel fort, il dit, attendez, 2 petites secondes. Et la cam, enfin il la coupe pas, il l'oublie. La cam n'existe plus, elle filme plus. Alors que ça va que Benjamin filme encore l'autre cadreur. Et il dit que je ne comprends pas ce qui s'est passé. 2 secondes, foutez-moi la paix. Il s'allume une cigarette, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Je comprends pas. Et ça a duré 2 ou 3 heures. Ensuite on est rentré à l'hôtel, on n'est pas été dans la chambre, on est allé, il y avait un banc dehors. Il s'est assis, il a fumé. Et il disait, écoutez, là, c'est vous les spécialistes. Là, il faut que vous m'expliquiez. Là, pour le coup, démerdez-vous, trouvez-moi une explication rationnelle. Voilà, je ne peux pas aller me coucher sans comprendre ce que j'ai vécu. Parce que c'est pas un courant d'air, c'est pas un bruit, c'est pas du vent qui souffle. Ou alors, si c'est un courant... Il y a déjà un courant d'air qui dure 45 secondes, qui monte dans une intensité. C'est pas possible. Un courant d'air, il faut que ça passe entre quelque chose, tu vois. Oui. Là, c'est au-dessus de nous. Pas forcément, ça peut être un courant. Vraiment un courant, ouais. Mais j'ai jamais entendu ma vie comme ça. Alors, hein. Loulou. Si, mais le truc, c'est qu'en fait, vous, faut pas oublier un truc, c'est que on cherche le pourquoi du comment tout de suite à chaque réaction qu'on a, et surtout en saison 2. Oui, mais ce qui nous a convaincus aussi, vous êtes séché. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est que Loulou, le technicien du son, qui a une tête, c'est une tête en son, et puis... il a dit... C'est pas Stéphane qui était là? Non, c'était Loulou. C'était Loulou, c'était pas Stéphane. Et il a dit très clairement, je ne vais pas me prononcer sur ce que c'était. La seule chose que je peux vous dire, qu'on peut exclure, ce n'est pas un courant d'air. Et je me suis allé dire pourquoi. Il m'a dit parce que lorsque je le passe dans la bande, il y a des fréquences différentes de son. Et ce que nous, on apparente à des aboiements, des voix humaines, des gargouillis, des froissements de feuilles ou ce que tu veux, des arbres, du vent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sons. Et il le dit très clairement. Il y a beaucoup de tonalités différentes. C'est pas un courant d'air. Il est certain. C'est plutôt un mélange. C'est un mélange. C'est pour ça que nous on l'a appelé un vortex de sonore. Oh, c'est parce que ça fait bien ça. Oui, non, parce que c'est un phénomène qui existe. Non, mais totalement. C'est un phénomène qui existe. Le vortex sonore. Non, mais tout de suite, ça donne une image bien puissante de ce que ça peut être. Et Arnaud. Ah non, mais c'est clair que Arnaud est un des éléments, pas moi qui me convainc de ce qu'on a vécu, parce qu'encore aujourd'hui, c'est peut-être l'élément que je ne peux pas une seule seconde remettre en cause de ce que j'ai vécu. Je me dis c'est pas possible, j'ai jamais vu un truc pareil. Le reste, on a vécu plein de choses, des trucs très forts, mais t'as toujours, avec les semaines, les mois qui passent, ta rationalité qui reprend un peu le dessus. Toujours. C'est normal. C'est normal. Dans la société dans laquelle on vit, on essaie toujours de rationaliser ce qui se passe. Et là, pour le coup, c'est vraiment c'est dans mon top 3 des trucs que je dis putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui était vraiment à ce moment-là? Faut savoir que quand même qu'Arnaud, petite parenthèse, Arnaud, tout ce qu'il ne... C'est très rare, mais quand il ne s'explique pas quelque chose, ça le met en panique. Oui. Et là, ce jour-là, oui, c'est clair. On l'a bien mis en panique. On l'a bien tendu. Il était bien tendu. Ah oui, nickel. Ce qui fait mal, c'est que plus le temps passe et plus tu as l'oubli qui va un peu se mettre petit à petit en place. Je vais dire cette. Oula, toi t'es nostalgique, toi. Non, l'autre il va pleurer dans 30 secondes, tu vas voir. Mais non, mais on va en faire une dans la mémoire, tu as une décroissance exponentielle. Ah oui, non, bien sûr. Jour après jour va s'effriter. Et à la fin, tu vas garder que des bribes. Et c'est ça qui est dommage parce que je suis persuadé qu'on a vécu quelque chose. C'est on ne revivra pas. Ouais, je sais. Et ça m'embête. Tu sais, je vais te faire une liaison par rapport à ce que tu dis. J'ai lu un super article il y a plusieurs mois que ça. Ça provenait du FBI. C'est comment la police criminelle va évoluer dans les 50-100 ans à venir. Et ils sont en train de mettre au point des nouvelles techniques qui enregistrent visuellement et surtout auditivement et de façon olfactive les pièces dans lesquelles il y a eu les meurtres. Parce que ce sont des nouveaux codes qui vont arriver dans les enquêtes. C'est-à-dire les odeurs laissées par le tueur, parce qu'il a dégagé tout ça, ou ce qu'il a créé quand il passe à l'action, mais aussi tout ce qui est sonore. Et je me dis,
que là, le monde du paranormal, quand il se passe un événement, se rapproche vraiment de ces enquêtes du futur, quelque part. Parce qu'on essaie de capter quelque chose d'impalpable qui existe. Comme le dit Baptiste dans sa dernière vidéo, la matière noire, elle est impalpable, elle est machin, mais elle existe bien. C'est comme il me disait encore, quand j'en ai parlé avec lui, c'est une matière paranormale, parce qu'elle existe, mais on ne sait pas l'expliquer. Et là, c'est la même chose. On a vécu quelque chose qui a vraiment existé, et nos méthodes s'approchent peut-être un petit peu de ce que la police, en tout cas ce que disait le FBI, comment ils imaginent les enquêtes dans le futur. J'aimerais bien qu'ils nous financent pour qu'on ait des micros on est d'accord, c'est un tout autre niveau. Je veux dire, nous, le paranormal n'est pas vraiment pris au sérieux, on le fait avec ce qu'on peut, mais eux, ils auront les techniques, les moyens pour développer ce genre de choses. Donc, même imagine si eux imaginent ça. C'est pas si stupide en fait nos démarches, d'essayer de capter l'invisible pour donner une réponse sur le concret. Alors c'est un peu flou tout ça, mais ça donne des pistes. Et Bonaghi, je me dis, imagine si on avait réussi à enregistrer correctement les sons, correctement l'ambiance, ce truc invisible, ce qu'on appelle cette ambiance qui dégage, c'est-à-dire les baisses de température de façon très précise, les odeurs, parce qu'on sentait peut-être rien parce que c'était dehors, bien mais sûr, ça se trouve, il y avait peut-être des odeurs, plein de petits éléments, je me dis, là on aurait une vraie trace, et ça pourrait, justement, pour conclure ce que tu disais, garder quelque chose de concret dans le temps. Puis garder l'intensité du ressenti que vous avez eu en fait. Exactement. C'est ça qui va chuter petit à petit. Ça me fait penser à un truc aussi tout bête, il n'y a pas grand chose à voir, mais les petits gars de Remedy, ceux qu'on fait Max Payne et Alan Wake, on parlera l'année prochaine dans un podcast sur les jeux fantastiques, ils sont en train de faire un nouveau jeu qui s'appelle Quantum Break, où tu incarnes un inspecteur de police, et leur technique, ils arrêtent le temps quand ils arrivent sur une scène de crime. Le temps est totalement arrêté. Il y a une émission qui existe déjà comme ça ? Ça me dit quelque chose. Il me semble que ça existe. Ah, peut-être. En fait, ils ont repris ce truc-là et tu le vois, ils arrêtent le temps et ils prennent tout le temps pour récupérer les particules d'odeur, les particules auditives pour développer le truc. Et il y a toute cette mécanique-là. Et je me dis, des fois, j'ai l'impression qu'on fait un peu ce truc-là, en fait, ce truc fantasmé. Bien évidemment, à toute proportion gardée. Mais on est un peu au balbutiement d'un champ d'enquête du monde de l'invisible. Et je trouve ça vraiment excitant. Ouais. Dans Heavy Rain, il y a déjà un début de ça. Ouais, quand il se balade, l'inspecteur. Il met les lunettes, il scanne et tu vois qu'il récupère ADN, il récupère odeur, parce qu'il parle des fleurs, il récupère plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas mal. Parce qu'à ce moment-là, vous n'auriez pas imaginé d'avoir plein de caméras thermiques, d'avoir des micros. Non, c'est nous. Non, mais bien évidemment, sans parler de la contrainte financière, mais imaginez ce qu'on aurait peut-être pu voir. Et à côté de quoi on est peut-être passé. Ah bah c'est sûr, mais c'est sûr. Parce que nous on est convaincus qu'il se passe un truc de fou quoi. J'en sais rien. C'est exactement ça. Je suis sûr que c'est comme les hommes de Cro-Magnon. Un jour ils ont levé la tête, ils ont vu une comète passer ou une étoile filante. Ils se sont arrêtés, ils se sont dit mais putain qu'est-ce que c'est que ça Et en fait maintenant on sait que c'est une étoile filante ou une comète ou un météorite, tout le monde s'en fout. Oui, ça se trouve. Mais eux à l'époque ils ont dû se dire qu'est-ce qu'on vient de voir, tu vois. Je serais très déçu d'avoir autre chose qu'un monde invisible incroyable. Mais en tout cas, oui, je suis ouvert à une explication. Il y a un truc qui est au final très intéressant, pour conclure avec Bonaghi, mais c'est que la même journée, l'interview de Max Ponce, il dit dans son interview que les fantômes, c'est pas un drap de lit brodé type Belphégor. Et il dit, c'est juste. Il nous dit, il y a de la magie, il y a de l'énergie. C'est ça, les fantômes. Bien sûr. Et le soir même, on vit quelque chose qui ne peut pas être assimilé d'habitude à un fantôme. Voilà, le fantôme, vous le savez, ce sont des bruits, des sensations, des peurs, les cheveux qui se hérissent, on a vu une silhouette. Mais pas du tout ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu pour nous, bien évidemment. Ça fait pas partie du critère des hantises des fantômes. Voilà, c'est ni conscient, c'est pas inconscient, c'est pas de l'empreinte. Et je trouve ça super cool que l'après-midi, le mec nous dise ça. Et puis il a une théorie, une façon de raconter qui est juste super intéressante. Très intéressante. Et bizarrement le soir même, comme tu dis. C'est vrai qu'il y a des corrélations des fois qui sont un peu bizarres. Et ben voilà. Pour conclure un peu cette enquête de Bonaghi, vous avez vu, on est encore ultra passionné par cette enquête qui fut exceptionnelle il y a de ça déjà quelques années, mine de rien. 3 ans bientôt. 3 ans. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Comment vous l'avez vécu ? Quelles sont vos frustrations par rapport à nos réactions ? Parce que entre vous, ce que vous voyez, entre nous, ce qu'on vit, il y a encore ce monde et tout. Laissez vos commentaires, posez-nous des questions, on est dans l'ensemble relativement là pour toujours y répondre. Est-ce que les garçons, on attaque la deuxième partie qui est non moins charmante et magique, empreinte de magie, mais bien moins
sexy. Ouais, moins sexy, moins punchy, mais dans un cadre qui était quand même au départ original, hein. original et plus attractif. Et on était beaucoup plus plus content de se rendre au manoir de Tertre au départ qu'à la forteresse de Bonagé. Et comme fois, vous voyez, des fois les attentes ne sont pas aussi positives que la réalité, en tout cas de ce qui va se passer lors des enquêtes. Là, on parle bien d'enquête, parce que c'est vrai que au manoir de Tertre, il y avait une chaleurosité, une approche humaine. Oui. On va en parler, on va en rentrer dedans. Le premier point, c'est notre premier lieu en Bretagne. C'est quand même la haute terre française, des fantômes, de cet univers vraiment mystique. On l'a ressenti. Les gens sont tout de suite beaucoup plus ouverts par rapport à ça. C'est un endroit où il y avait ce fameux dessinateur, et honte à moi, Corto Maltese. Hugo Pratt, Hugo qui a Pratt, dessiné Corto Maltese, qui séjournait régulièrement parce qu'il était imprégné de cet univers. On a appris qu'il y avait une très grande médium française qui faisait escale régulièrement pendant le siècle dernier. C'est un endroit de magie. Comment vous... Pour votre première fois en Bretagne, en tout cas pour moi c'était ma première. C'était la première. Quelles étaient vos attentes de cette région magnifique? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vas-y Denis, tu veux Denis. commencer? Pour moi c'était plus tout le côté justement magique et comment dire, féerique. Ouais. Merlin, tout ça, ce côté-là, Brocéliande. Tout le côté très légende, mais légendes qui sont encore d'actualité. Pas des légendes comme on l'a d'habitude. Donc Merlin, quoi, tu parles. Ouais, Merlin, mais même tout la forêt elle-même. On sait qu'il y a eu beaucoup de magie, qu'il y a eu plein de choses là-bas. Et les druides, tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de contes ou d'histoires qui naissent de la Bretagne, en tout cas de Brocéliande. Et ouais, c'était un lieu mythique, quoi. C'était cool d'y aller, en tout cas. C'était une grosse attente de ma part. Et toi, Antoine, comment tu as vécu ça? Moi, comment je l'ai vécu d'abord, si je me souviens bien, je l'ai vécu mitigé dans le sens que faut savoir qu'on s'est fait foule du château de Trécesson, d'accord. Alors si un jour vous regardez ce podcast, les propriétaires du Trécesson, c'était pas vraiment cool parce que le château de Trécesson, il y a aussi une magie. Il y a une grandeur, il y a des histoires, et de se faire refouler comme des malpropres pour dire oh là là, attendez, le fantôme, le paranormal, alors que tu fais partie de la magie de la région. Alors, je vais le dire là, parce que moi je me mouille, j'en ai rien à branler. Non mais moi je voulais les insulter, mais j'ai pas envie. Non, on va pas les insulter, on les connaît pas, mais on va comporter comme des. T'as jamais insulté un con que tu connaissais pas? Ouais, si, mais bon, non, là on va pas les insulter, c'est pas le cas, mais de leur dire. Messieurs, mais si vous n'aimez pas le fantastique ou si vous n'aimez pas le monde de l'invisible, foutez le camp de la Bretagne. Voilà. Et laissez le patrimoine des histoires et le patrimoine des châteaux à des gens qui sont convaincus, qui aiment son histoire, et l'histoire fait partie. La fée, Merlin, tout ça, voilà, ça en fait partie. Donc tu es obligé, lorsque tu possèdes un lieu, tes portes, tu fais découvrir. C'est toujours un truc qui me choque avec certains propriétaires privés de châteaux. C'est que ces gens-là, quand ils t'ouvrent pas la porte, alors bien évidemment, c'est des propriétés privées, machin, tout ce qu'on veut, ok. Mais ces châteaux appartiennent au patrimoine de la France, appartiennent aux Français, appartiennent à nous, explorateurs, vous, ils appartiennent au patrimoine. Qui n'ouvrent pas leurs portes, alors oui, il y a les portes ouvertes de temps à autre, machin, non mais... D'accord, mais ouvrez vos châteaux, qu'on vienne voir à quoi ça ressemble, montrez à nos futurs enfants et qu'on en parle. Parce qu'on gardez pas ça pour on n'allait pas parler que de fantômes, ni de fées. On allait parler de tout ce qui va autour. Non mais on est d'accord, ça se trouve, ils sont très charmants, les propriétaires de Trécesson. Simplement, un lundi soir, comme la plupart des gens, ils se sont fait grave chier et ils sont tombés sur l'émission d'étrange de la Brutite de Chavannes. Et donc du coup, ils se sont dit, oh là là, j'ai pas envie de faire une émission sur ça parce qu'on va... Ça se trouve, c'est ça. C'est possible. Voilà. Ouais. Ça c'est fait. C'est possible. Non mais c'est possible parce qu'en plus. Bam non mais les rumeurs vont vite et voilà. Et dans cette région, les propriétaires communiquent assez vite et c'est vrai que de mémoire, le château de Combourg, TF1 est venu faire un reportage au château de Combourg. D'accord, château de Combourg qui est vraiment dans la Haute-Bretagne, d'accord. Je crois qu'il est dans le Finistère. Celui avec le chat emmuré. Voilà, l'histoire du chat emmuré. Il me semble que c'était Châteaubriand qui a séjourné là-bas. Oui, c'était Châteaubriand. Et après, il a servi aussi à la table ronde plus tard. Et donc, Madame Dubois, Lancelot, et elle s'appelait Madame Dubois, a été déçue choquée par ce que TF1 a fait dans son château. Comment ils se sont comportés. Et je ne serais même pas surpris qu'elle ait communiqué ou qu'elle ait discuté justement avec les propriétaires de grands châteaux de la région. Ils se connaissent tous, les châtelains. Ils se connaissent tous, donc c'est possible que... Voilà. Oui. Bref, on ne vous en veut pas, on ne va pas vous insulter. Ce que je veux dire, c'est que moi, à l'époque, j'étais déçu, ça m'a un peu saoulé, j'avais pas le même recul que maintenant. Moi, je trouve le château magnifique, évidemment. Et j'avais donc cette approche du manoir de Tertre...
je veux dire, plus modeste. Je me suis dit, c'est peut-être plus petit, mais c'est quand même aussi peut-être plus mystérieux parce que c'est vraiment confiné, c'est pas très voyant. Le propriétaire est un homme charmant. Il est extraordinaire. Très sympa, qui nous a accueillis. C'est une maison d'hôtes, le Manoir de Terre, donc petit coup de pub. Si vous voulez aller y passer un week-end au Manoir de Terre, vous pouvez, monnayant une centaine d'euros la nuit, dans un cadre plutôt charmant. Non mais avec un restaurant qui est extraordinaire, à côté, un peu plus loin, dans le village. Attends, tu parles duquel là? C'est une question de duquel, Antoine? Le restaurant. Non mais on est d'accord, parce qu'il y en a un autre, on a mangé. On a mangé tous les soirs. On a mangé tous les soirs. Oui, parce que le fameux bœuf carotte de l'autre, moi je l'aurais mis sur la tête. Désolé. Non mais vous imaginez même pas en tournage. La nourriture est un vrai problème parce que on a des horaires de con. On vit sur la route, on vit partout, on bouge tout le temps, il faut manger à des heures. Exactement. Et on pourra peut-être mettre l'adresse sur le post. Je me souviens plus l'adresse du resto, mais on va peut-être retrouver. Oui, on mettra. Super restaurant. Si vous voulez vous passer un petit, voilà. Des fois vous nous demandez des endroits hantés ou tout ça. Là vous pouvez y aller. Allez vous payer une nuit à deux. Prenez 2 chambres. C'est un endroit incroyable, il y a une vraie ambiance. On vous promet pas de voir des fantômes parce qu'on n'en a pas vu. Non, mais il y a une magie. Il y a une super ambiance, il y a une magie et vous êtes au cœur de la forêt. Quand tu vois le plan, tu fais dedans. Ah, on est pas mal quand même. On n'est pas au cœur, mais on est pas mal. Ouais, non, alors, le Manoir de Terre, l'enquête, elle est assez magique, elle est assez cool parce qu'on vit dedans. Oui, comme ça c'est bien. On loue les chambres, on est dedans, tout le manoir est à nous. Point positif. Et on est plus cool, on a le temps d'expérimenter le truc. On se met bien dans l'ambiance, c'est plutôt chaleureux, un peu oppressant à certains moments, un peu lourd. Quel est votre souvenir? Est-ce que ça vous a plu ou pas? Déjà ça. Je sais qu'on a eu du mal pour les briefings, je sais pas si vous vous souvenez. Les briefings c'était un peu galère. Allez, ça les briefings c'est. Ouais, parce qu'il se passait pas grand chose, donc du coup on était un petit peu. Ça a été un petit peu dur. Alors après, dans un sentiment personnel, c'est vrai que moi j'en ai un souvenir. Au final, une fois qu'on s'est installé, on a dormi dans la chambre du général de Gaulle, là où il a séjourné. J'ai été apaisé. Vraiment, j'ai été empreint de quelque chose. Je me suis même amusé à me promener aux abords de la forêt. Il y a un puits. J'étais vraiment bien. Je sentais, et j'étais motivé pour cette enquête, mais de façon différente. J'étais pas motivé à aller chercher le pourquoi du comment ou essayer d'avoir des sensations, des frissons en essayant de trouver une entité résiduelle qui pourrait subsister. Parce qu'en général, ce sont des légendes un peu morbides. Il est mort, il s'est suicidé, voilà, c'est un cavalier, blabla. Bref, là, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de choses morbides au Manoir de Tertre. Il y a une approche plutôt positive, une approche énergétique qui est complètement différente. Et la légende, pour la résumer succinctement, c'est justement ce grand cas de Madame Zweifel, qui était cette fameuse... Pourquoi tu prends un accent allemand? Mais je sais pas pourquoi je prends un accent allemand. Madame Zweifel. Pourtant elle était française. Bon, Madame Zweifel ou Zweifel, sans accent. Mais qui était qui alors? C'était visionnaire du grand siècle passé. Et qui, elle remplissait des salles entières avec ses prédictions. Elle a prédit des choses à certaines personnes et certaines personnalités de l'époque, dont le général de Gaulle. Et donc, la légende voudrait qu'un peintre ait fait son portrait, justement. Il était encadré. Donc, Amar, qui a racheté le manoir il y a quelques années, l'ancien propriétaire lui a dit très clairement, vous faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas enlever le tableau. Il y a une seule chose, Une clause. C'est une clause qui est... une clause dans le contrat. Tableau doit rester dans le manoir. Voilà, le contrat. Le tableau ne bougera jamais. Exact. Parce que la légende raconte quand même. Il est grand. Ce truc il est très très grand. Je sais pas comment il fait, mais il faut bien 2,50 m, 2 mètres sur 1,80 m, je sais pas, mais peut-être plus même. Il est attaché par une énorme chaîne. Je dis waouh. On avait essayé une salle test. Ouais, on avait essayé une salle test. Je sais pas si ça avait été remis dans l'enquête parce que ça n'avait pas été concluant, mais on avait fait une salle test. Parce que justement la légende veut que elle sorte du tableau. Et Amar nous raconte aussi qu'un jour il l'a vu marcher. Ouais, c'est vrai. Et donc oui, on raconte. Je le crois assez volontiers. Le mec est plutôt. Lui, en plus, il marchande pas son truc. Il parle jamais de la hantise. Je pense qu'il en dit peut-être un mot une fois si les gens lui posent la question. S'ils ont trouvé un truc sur Internet, mais pas plus que ça. Non, il fait pas. Non, il est pas commercial. Il est pas là pour le buzz. Ah non. Il habitait Paris. Ouais. Il en a eu ras la casquette de la grande métropole, du rythme, tout ça. Et il s'est retiré dans cet endroit qu'il a trouvé absolument charmant. Et c'est vrai que cet endroit est sympa. Et je sais d'ailleurs que Arnaud et sa femme, ils étaient retournés. Ils y sont retournés l'année d'après parce qu'ils avaient aimé l'ambiance et tout. C'est juste. Alors, on vous a dépeint un petit peu ce cadre, ce décor que vous avez pu découvrir dans cet épisode. On vous invite à vous y rendre et à aller passer le bonjour d'Amar de notre part. On va rentrer un petit peu dans l'enquête et c'est là où il y a un peu le point faible. Il se passe
Rien. Non. On a et pourtant on sent des trucs. On a établi une bonne stratégie d'enquête. Pierre Ménez sort de ce corps. On a établi une très bonne stratégie de ce corps. On est en 4-4-3. 3 au milieu, tout allait bien. Voilà, on avait Arnaud dans les cages. Les défenseurs. Pierre Ménez, il parle pas, pas du sud, pas d'accent du sud. Ouais, mais c'est parce qu'on sait l'équipe que t'aimes, donc on prend l'accent. Voilà. D'ailleurs, c'est quoi l'équipe que t'aimes? C'est PSG. Bah bien sûr. Zlatan à fond. L'OM, droit au but. Putain, je suis tombé sur ce truc abominable. Alors, je suis pas foot, mais bon, j'ai vu tête d'abruti de Zlatan là sur ce bouquin pourri. Vous avez vu c'est un écrivain qui a écrit la vie de Zlatan. Ouais, bah pourquoi pourri? Non, j'ai lu le truc, je regardais les trucs. Putain, en fait, ça sent tellement truc Marquetos. Il a même pas dû mettre de trucs dessus. Tu vois, je trouve ça que c'est. Bon, voilà, j'étais à la Fnac, je faisais les cadeaux de Noël il fait rêver des millions de gamins aussi. Il fait rêver des millions de gosses qui jouent au foot. Moi, je vous dirais juste un truc, aller à l'école. Bah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est non, pas. Je plaisante. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est pas Pierre Dodu qui joue en national qui va faire rêver les millions de gamins dans les centres sportifs. C'est que Zlatan, il les fait rêver, quoi. Tu vois. C'est vrai. Même s'il a Paris. Bref, c'est son gros défaut. Revenons au Manoir de Terre. Donc non, on avait établi une bonne stratégie. On était quand même tous motivés à essayer de capturer cette Madame The Eiffel qui sortirait de son tableau. On avait mis une salle test, donc les draps blancs qui quadrillaient justement le tableau avec des lasers avec plusieurs caméras selon les angles pour savoir s'il pouvait y avoir aussi. C'est pour ça qu'Antoine utilise le mot capturer. Hein. Vous imaginez pas qu'on était avec une épuisette. Hein. Antoine avait imaginé avec Denis une salle test justement qui encadrait le tableau avec vraiment du blanc de chaque côté. C'était des draps blancs pour voir si il pouvait y avoir une illusion d'optique ou pas. Exactement. Ça n'a pas fonctionné. Non. Des fois, ça manque de moyens. Et là, en l'occurrence, on manquait grandement de moyens pour aller au bout de ce truc. C'est surtout aussi que. C'est pour ça que ça n'a pas été montré parce que c'était pas fonctionné. Ça paraît aussi quand même assez ahurissant que quelque chose sorte d'un tableau. Je trouve ça génial. Oui, j'ai l'impression de me retrouver dans des vieux bouquins de King ou ce genre de trucs où des fois tu as l'impression que justement ces croûtes ou ces peintures elles prennent vie en fait. Bien sûr. Et c'est parce qu'elles sont aussi vieilles quasiment que les murs des fois. Oui, comme si elles avaient, tu vois, l'ancien propriétaire. Ouais, mais c'est là le challenge. Enfin, c'est même pas un challenge, c'est que. Non, mais là, c'est l'imaginaire qui parle. Attention, c'est pas le côté rationnel. Voilà, c'est de l'imaginaire. Oui. Puisque d'habitude, on se rend sur des lieux pour des cas de hantise. Alors que là, on parle pas de fantômes matériels ou de hantises ressenties, de témoignages, je sais pas, de contacts physiques, visuels ou sonores, de VP, d'objets déplacés. On ne parle pas de ces choses-là. Non, c'est clair. On parle simplement d'un tableau. Et donc on est vraiment pas dans le romanesque, mais dans la fiction. On est dans le fantasme. On est dans le fantasme. Donc on va essayer de comprendre une légende qui n'est pas liée à une hantise. Il est là le truc. Il est un fantasme. Il est là. Et c'est ça ce point extraordinaire de ce lieu. C'est pour ça que très rationnellement, je pense que c'est impossible. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Denis. Pareil. Qu'elle aille se promener en sortant du tableau, ça a quasiment absolument aucune possibilité d'explication rationnelle. Non, vous avez raison. On est dans ce qu'on va appeler la légende pure et dure. La légende vraiment, légende fantastique. Voilà. Et d'ailleurs, pour certains, ça les fera marrer, parce qu'on en a parlé hier toute la journée sur ma page. En fait, la seule fois où ça se produit, c'est dans Ghostbusters, dans le film. Il y a un passage avec un tableau. Donc voilà, c'est vraiment, c'est vraiment le. Je pense que ce tableau, tout le monde le sait. On est tous passés devant 1000 fois, puisqu'il y avait l'escalier qui donnait à nos chambres, donc on ne pouvait pas l'éviter. Et il est peint de cette manière, ça porte un nom où, peu importe l'angle où tu es dans la pièce, elle te regarde. C'est très très bien fait, c'est magnifique. Le tableau est hyper impressionnant pour ça. Et du coup, ton imaginaire travaille. Bien sûr. Et tu donnes une. Enfin, tu te laisses porter à une pseudo-vie dans le tableau, en fait. Tu te laisses imaginer ça. Et ça, j'avais trouvé ça génial, parce qu'on est dans Brocéliande. Et c'est ce genre de légende. Donc c'est vrai que, comme tu dis, on va pas pour un fantôme, on vient. D'ailleurs, les témoignages, zéro. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on avait une enquête vraiment complètement différente de ce qu'on sait faire, puisque on n'a pas de témoignage, c'est pas du récent, tout est lié à un truc. Exactement. Waouh. Par contre, l'ambiance, voilà, très spéciale. Pour revenir à tout à l'heure, moi, par exemple, le premier soir, je crois que c'est le premier soir Arnaud, alors je ne sais plus pourquoi, qui n'est pas venu manger parce qu'il n'était pas bien. Oui. Et quand moi j'ai discuté un petit peu avec lui, il m'a dit je sais pas, je suis pas à l'aise. Et moi, c'est le deuxième soir où je suis resté tout seul, vous avez mangé tout seul parce que j'étais dans un état. Moi, ça me fait penser à ce truc-là. Je crois qu'on l'avait abordé vite fait, mais on ne s'est pas monté dans l'épisode. Mais j'avais fait un rêve très étrange entre la première et la deuxième nuit, un truc vraiment bizarre. Je ne pourrais pas le réexpliquer.
Très mal. On était au bord de l'eau avec plusieurs personnes dans une voiture et j'avais l'impression, c'est un lac et un coucher de soleil et que ce truc-là était... tu sais, ça recommençait inlassablement, cette histoire, et plus ça recommençait, et plus je voyais des éléments sombres arriver. C'est très flou, je n'ai pas un vrai souvenir net, ça a quand même déjà presque 3 ans maintenant. Ouais, mais si tu te souviens d'un rêve d'il y a 3 ans, c'est qu'il était quand même... Ça m'a marqué, parce que je me suis réveillé en sursaut, et le lendemain matin, je me suis dit, putain, c'est pas possible, ça m'est jamais arrivé un truc pareil, ou si ça m'est arrivé, ça devait remonter quand je devais être gosse et tout, ça m'est pas et j'ai pas depuis rêvé spécialement. Et j'avais l'impression que c'était l'endroit qui pompait un peu ton énergie. Et je le dis plusieurs fois, je suis fatigué. Dans Manoir de Terre, je suis mort, je suis down. Alors, on a fait plein d'enquêtes avant, mais je suis KO. En général, je suis pas souvent fatigué, je crois pas, hein, c'est vous qui le dites. Et là, je suis vraiment crevé. Et je sais pas pourquoi. On a été plusieurs comme ça. Oula, Antoine va nous faire un big reveal. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais tu vois, en reparlant 3 ans plus tard, quand on est dans la partie, c'est pas. Donc tu avais la partie où on monte les escaliers avec les étages, et tu as une autre partie derrière la cuisine en rénovation. Ouais, où c'est le bordel alors. On est tous les deux. Je sais pas si c'est avec Seb ou toi. Oh, putain, et je m'allonge sur le lit et j'ai une crise spasmodique et je dis qu'est-ce qui se passe ? Et pendant 10 minutes, je vais avoir l'impression d'être vidé aussi et d'avoir une pression. Mais vraiment, et je m'en souviens. Ça me tilte maintenant. Mais c'est pas des trucs qu'on met dans l'épisode parce que faut que vous compreniez aussi qu'on est à un moment charnière. Non, puis c'est même pas ça. Je veux dire, c'est qu'on est là, se poserait en saison 4, on les aurait mis. Oui. On est à un moment charnière de qui est RIP. C'est ça. On a fait que 4 épisodes. Ça a très bien marché. On nous demande de faire une 2e saison, de nous faire confiance. On est en pleine crise identitaire, en train de se demander comment on démocratise le paranormal ou pas. Et on a tellement peur de qui on est qu'on ne montre pas tout. On était un peu campé sur nos positions. Exactement. Aujourd'hui, on va vous montrer très clairement en saison 4, bien plus que la saison 3, qui nous sommes, avec nos défauts, mais de façon plus humaine. C'était pas bon. Les émotions, les ressentis. Les ressentis, ce que nous ne faisions pas vraiment en saison 1 et 2. Non. Et on a amorcé ça en 3, et la 4, très clairement, il y a énormément de ressentis. Vous l'avez demandé, on l'a fait. J'espère que ça vous plaira, mais voilà, aujourd'hui c'est pour ça que les podcasts sont une vraie nécessité de revenir sur ces émotions et c'est très bien que tu en parles aussi. Mais je viens de m'en rappeler, c'est excellent parce que j'avais zappé et je m'en souviens maintenant. Cool, j'étais sur un lit dans la chambre où des gens auraient vu une silhouette à la fenêtre alors qu'ils étaient à l'extérieur. Il y a un cadre, je m'en souviens, le lit est carré, il y a un cadre, il y a un petit buffet et c'est tout ce qu'il y a. Et je suis assis comme ça et je dis mais... Et c'est vrai que j'ai mon ulcère œsophage, donc j'ai souvent ces douleurs. Mais là, c'est complètement différent. Et maintenant que tu me parles de ton rêve, toi qui n'es pas venu manger, de Arnaud non plus, je me dis, et à l'époque, comme tu dis, on essayait de faire outre les ressentis personnels, c'était pas quantifiable, c'était pas vraiment dans notre identité de RIP. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est obligé de le mettre. Maintenant, on est obligé de le mettre. Et c'est là qu'on évolue aussi. Demain, vous pourrez faire marche arrière et vous dire, bon, on peut plus parler de ce qu'on a ressenti. C'est pas possible. On est obligé d'expliquer ce qu'on ressent parce que c'est un monde de l'invisible. Et c'est nos sens aussi en aguet. Alors, bien évidemment, s'il n'y a que nos sens, ça ne nous permettra jamais d'attester d'une hantise ou pas. Mais ce sont des sens qui sont en première ligne. Ce sont des directions. C'est des éléments supplémentaires. Des preuves en plus, peut-être à prendre en compte. Des preuves, c'est trop fort, mais c'est vraiment une sorte de direction, d'ouverture un peu plus d'esprit et de se dire tiens pourquoi pas. Puis je pense qu'avec l'expérience, on peut largement les assumer aujourd'hui. On en parle ouvertement. C'est pour ça qu'il y a les podcasts entre autres. Ça fait partie de l'enquête, ça fait partie de ce qui s'est passé. C'est tout. Alors messieurs, pour conclure ce manoir de Tertre, est-ce que je sais pas, on est à quoi? On est déjà à 1 heure. Non, mais il y avait. Alors on peut peut-être finir. Qu'est-ce que toi tu voulais dire comme dernier mot sur le manoir de Tertre? Parce que il n'y a pas eu, il s'est pas passé grand-chose en termes de résultats. Il y a une chose qu'on a testée au manoir de Tertre, qu'on n'a jamais essayé de retester, c'est de s'enfermer dans cette pièce et d'assimiler l'écriture automatique et la confrontation avec nos appareils, mais l'intégralité de nos appareils. Non, ça n'a pas marché. Mais c'était bien aussi. Ça n'a pas été mis, ça je sais pas si c'était mis dans l'épisode. Si, il y en a une partie, on est tous. Il y a la radio à lampe, il y a les K2, il y a les températures, il y a l'écriture automatique. Et on a voulu faire une sorte de synergie, de tous ensemble dans une pièce.
Mais c'est vrai que ça n'a pas forcément fonctionné. Mais voilà, c'était aussi bien de le dire que dans cet épisode, on a essayé aussi de tester quelque chose de nouveau qui mélangeait humain et matériel. En même temps, pourquoi on le fait? C'est parce qu'on n'avait rien fait. Parce qu'il se passait rien, puis parce qu'on avait vécu Bonagil quelques jours plus tard. Donc il faut essayer des nouvelles techniques. C'est-à-dire que voilà, la chasse aux fantômes ou la chasse à la légende, en tout cas la Manoir de Tertre, c'est pas de se balader tout le temps, c'est essayer de se renouveler pendant l'enquête. Lorsque tu as des directives ou une stratégie qui est bonne mais qui ne donne pas de résultat, on essaye à chaque fois de se réorienter, de se rediriger. Et c'est ce qu'on a fait au Manoir de Tertre, même si ça n'a pas été, ça n'a pas donné de résultat, on l'a fait. Effectivement. On est un petit peu l'agence touriste du paranormal. Exactement. C'est-à-dire qu'on s'adapte à l'endroit où on est enfermé. On est des fous, on est des violents. C'est ça. Alors, on va conclure ce dernier truc sur le Manoir de Tertre et Bonagil, qui était vraiment 2 enquêtes exceptionnelles par la minute perso. Allez. Minute perso. Ça fait longtemps. Alors, voilà, Antoine, c'est toi qui as la prime de la minute perso. Je regarde où est mon timer magique. T'as un timer, Denis? Non, moi je vais faire un petit clin d'œil. Je regarde juste si nos clodos sont là en fait. Non, ils sont pas là. Ils flottent, ils risquent pas de venir sans mettre tranquille. Antoine, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta minute perso? C'est une minute perso, c'est pas forcément, c'est un coup de cœur, puisque de toute façon il faut le classifier. Je vais parler du satellite Gaïa qui a été envoyé dans l'espace. Eh bien très bien, alors justement Galac je relance mon Dieu, alors nouvelle icône, c'est toujours une... Ah, t'as fait une mise à jour toi. J'ai mis une mise, elle est là, voilà. C'est pas grave, t'inquiète pas. Pas grave, on va y aller alors. On va remettre l'église au centre. Alors Antoine, lancement du satellite Gaïa, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Non, je voulais. Voilà, c'est pas forcément un coup de cœur, c'est un partage d'informations. Je trouve ça très important. Ça a fait un peu la une des journaux sur France Info, où on en parle un peu aux médias aujourd'hui. Donc c'est un événement quand même scientifique important. C'est le lancement du satellite Gaïa, qui a eu lieu ce matin à 10h12. Donc ce satellite, très brièvement, à quoi il va servir? Ça va être un peu l'archéologue de l'univers. C'est-à-dire qu'il va quadriller 1 milliard d'objets dans le ciel. Il va essayer de comprendre et retracer le passé de notre univers, les étoiles, comment elles se sont développées, pourquoi. Bon, bien sûr, ça représente que 1%. D'accord, de ce qu'on voit, c'est pas grand-chose, mais c'est la première fois qu'on a un satellite qui a de telles technologies, il peut photographier ta barbe à des millions de kilomètres. Non, c'est vrai, il peut la quadriller, et on la va ressortir. Donc le satellite Gaïa risque d'amener de grandes nouvelles, des choses, des explications aussi sur cette matière noire que Baptiste nous parlait. Et renseignez-vous, satellite Gaïa, même si vous avez entendu parler, je pense. Terminé. Alors, j'espère que plusieurs d'entre vous ont vu justement les articles sur France Info et autres sites. C'est un fait extraordinaire dans la cosmologie actuelle. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors ouais, comme tu dis, tu notifies bien que ça ne représente qu'un seul pourcent, voire un peu moins de tout ce que ça représente. Mais c'est déjà un pas, c'est une sorte de boîte noire qu'on a envoyé récupérer un maximum d'infos. Oui, ça va être une boîte noire qui va retracer le passé. C'est l'archéologie. C'est la première fois qu'on fait de l'archéologie spatiale. Voilà. En termes, c'est un peu ça. C'est fou. C'est terrible. C'est dans celui-là qu'il y a la chanson de will.i.am qu'il a envoyé dans l'espace ou pas? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu me parles de will.i.am? Tu vois, je regarde. Il a fait une chanson qui est partie dans l'espace. Mais j'écoute pas Énergie, moi je sais pas toutes ces conneries. Mais qui c'est qui a envoyé le satellite Gaïa? Juste pour faire chier le monde, j'aimerais bien dire c'est qui will.i.am. Tu sais pourquoi je dis et c'est qui qui a envoyé Bah arrête, tu connais pas. Il connaît pas qui will.i.am. Même pas lui. C'est le gars des Black Eyed Peas, le Black House avec les tresses. Ah oui, bon, je vois qu'ils sont les Black Eyed Peas, mais je connaissais pas. C'est pas le plus mauvais. Je connais que autre chose. I got the feeling. Oui, mais moi les mecs, moi je me suis concentré sur elle. Oh, mais je m'en branle parce que je sais que l'année dernière elle a été élue le plus beau cul, je sais pas quoi. On s'en fout de toute façon. On s'en fout, ça. Voilà. Elle a été élue par nous. Non mais attendez, on parle pas de cul, on parle de Gaïa. Ah oui, c'est le plus important. Moi j'avais une vraie question sérieuse. Qui a envoyé Gaïa? C'est quel pays? Mais c'est l'Europe. C'est quoi? C'est Soyuz? C'est parti de la base de Kourou. Ouais. C'est une fusée Soyuz qui l'a envoyée. C'est la fusée Soyuz qui a envoyé. L'Europe, il est en panne le machin, je suis sûr. Non, on est vraiment très bon en Europe. Les Français ont réussi. Non, en Europe. La Commission européenne. Je veux pas dire de C'est Merkel qui l'a envoyé, qui a appuyé sur le bouton. Elle l'a envoyé. Elle a envoyé une fusée Soyuz à l'Elysée. Le code c'est 4x0.
Non, c'était pas 4 fois, c'était je crois 7 8 fois 0 pour le code de la bombe atomique de la bombe américaine. atomique avant 1940, je crois, ou un truc comme ça. Les mecs avaient laissé ça en 00000. Il a paramétré, il a dit ouais, vous oubliez pas de le changer. Oh, c'est bon, on s'en va les couilles de toute façon. On s'en va les couilles. Non mais un truc de fou. C'est 8 fois 0. On s'en fout. Alors, on va passer à Dennis Rodman, ancien joueur de basket qui s'était appelé Carmen Electra. J'ai encore les piercings, comme Rodman. Alors, Denis, de quoi vas-tu nous parler Est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule Un coup de cœur énorme. C'est un coup de cœur. Vraiment Alors, on va passer le bonjour avant à François. François, je ne pense pas que tu regardes nos podcasts, mais, je te hashtagerai rien que pour ça. On le notifiera sur Twitter. Voilà. S'il regardait nos podcasts, il saurait. S'il te plaît, François, regarde-nous. Et ben voilà, François Descraques, qui est le génial réalisateur du Visiteur du Futur. Tout à fait. Vas-y, Denis, tu as 1 minute, bâtard. Donc voilà, je voulais vous parler donc de cette série, comme l'a dit Nico et Anton, Le Visiteur du Futur. Donc c'est une série web qui a commencé donc sur Internet. Vous pouvez la trouver en intégralité sur Dailymotion. On a une série 1 qui est déjà monstrueuse. Vous allez voir, c'est des tout petits bouts d'épisodes. Une série 2 et une série 3. Et on a eu la chance à Toulouse, au Toulouse Game Show, de découvrir avec François et toute l'équipe la nouvelle saison 4 qui arrive sur France 4, je crois, France 4 en janvier. Regardez ça, c'est à se pisser dessus. Et en même temps, il y a un travail de malade avec une évolution qui est juste énorme, que ce soit scénaristiquement ou la réalisation, les comédiens. Ça part à première vue, je suppose, parce que j'ai pas tout vu, mais d'un groupe de potes qui ont juste fait une série ensemble. C'est énorme aujourd'hui. Ne ratez pas ça parce que vraiment, ça vaut le coup. Moi, je les ai enquillés en un week-end. Et je peux vous garantir que c'est de la tuerie. 3, François, Raphaël et toute l'équipe, bravo. 0. Ouais, voilà. Bon, j'espère qu'il vous a donné envie, pour ceux qui ne connaissent pas, Le Visiteur du Futur, qui est effectivement une jolie web série. Il y a une sorte d'engouement incroyable avec ces web séries qui est rattachée au Palma Show, donc indirectement, ça fait pas le même groupe, mais sur le Palma Show, vous connaissez, sur ICAT, Golden Moustache, tous ces gens-là, qui sont aujourd'hui en télévision. D'ailleurs, ça m'a fait tout drôle parce que la dernière fois, j'écoutais la radio et je n'écoute quasiment jamais. C'était en venant de Saint-Rémy, j'avais pas de CD, la voiture elle marche jamais les CD, et j'entends à la radio la venue de Poulpe, de Davy Mourier, tous ces mecs-là qui sont ce collectif qui est de notre génération, que je connais grâce à plus ou moins Geek, voilà, et tous ces gens-là sont en train de prendre le pouvoir en antenne française. Studio Bagel avec Jérôme, machin, tous ces gens-là. C'est assez fou. Les geeks, les nerds sont en train de prendre le pouvoir vraiment en télé française. C'est plutôt original, ça nous changera des... T'entends Arthur de Cheval. T'entends ou pas? T'entends ou pas? Galato la retraite. Non, dégage du plateau, laisse un peu de la place là. Voilà, pousse-toi de là. Voilà. Allez prendre l'air les mecs. Comment il s'appelait le pote de Chavannes? Il était pas méchant, mais le grisonnant qui est un peu Patrick Hernandez. Coucou, c'est nous là. Oui. Comme quoi, on est vraiment pas des enfants de la télé nous. On est des enfants du Club Dorothée. Non mais comme quoi, c'est aussi ça prouve qu'on vient vraiment pas de ce monde-là, qu'on s'y intéresse pas. Comment il s'appelait? Patrice Kermouze. Oh, Patrice Kermouze. C'est moi qui l'ai, c'est moi. Bon, il y a un point en plus pour Kermouze, pour Denis. C'est Kermouze ou Kermouze? Kermouze. C'est pas Kermit et Moustique, Kermouze. Tu fais Kermouze. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à force de piquer un petit peu comme ça, on sera jamais diffusé par TF1. Bah là, on est mort là. On avait des plans pourtant, on avait des plans de conquérir cet univers, mais c'est compliqué. Ils avaient aussi des plans pour nous, mais notre jupe était trop longue. C'est ça. Exactement, et pas de vaseloche. Alors attends, toi, ta minute. Ma minute, je me souviens même plus de ce que c'est. Ah oui, voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors, j'ai passé pour le chien de service. Donc, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Attends, je retourne sur mon truc là de merde. J'aime les bonnets. Voilà, horloge. Alors moi j'aime bien. Je passe beaucoup de temps à lire ce genre de trucs, donc vous allez vous dire putain il nous fait chier avec ça. Mais je suis très politique et je passe beaucoup de temps à lire Le Monde, les Échos, le Figaro, machin. Et j'aime bien un truc. Libé aussi. Le Canard enchaîné. Non, pas trop. Mais ce que je veux dire c'est que je gagne un peu tout et j'adore les séries TV. Et je suis tombé sur une série TV avec un de mes acteurs favoris qui est en début d'année. Donc je vais vous en parler. C'est parti. Ah non, merde, j'ai raté le bouton. L'iPad n'est pas assez grand. J'ai fait merde. Il faut une table tactile. Alors, c'est la nouvelle série de Netflix réalisée par David Fincher, House of Cards, avec Kevin Spacey, qui est juste exceptionnel. Alors voilà, le pitch plus ou moins, c'est qu'on va rencontrer Kevin Spacey qui est un démocrate, il y a des démocrates républicains, il fait partie des sénateurs, qui est promu à un poste très important à la Maison Blanche.
Malheureusement, ce poste, il ne va pas l'avoir et il va mettre un plan machiavélique pour atteindre son objectif. Je ne vous dis pas quels sont ses objectifs parce que c'est un petit peu l'engouement de la série et de comment ça se profile. Il y a des mecs de génie, Joel Schumacher à la réa, David Fincher à la réa, ils coproduisent le truc tout au long du truc et on a un David Fincher exceptionnel. Pour vous donner un exemple d'un truc très pointu de la série, c'est je suis putain merde, je suis le comédien, oui, merde. c'est le comédien, Oh ouais. putain, je suis merde. Et enfin, je suis un démocrate, il est républicain. Et quand il essaie de négocier pour ramener les républicains dans son camp, là, ça s'arrête pas. Et il regarde la télé, il nous regarde nous en tant que spectateurs, et il explique je suis en train de le défoncer, il le sait pas encore, et il va finir dans mon camp. C'est la grande force de la série. Je vous invite à aller la regarder. C'est assez exceptionnel. Et putain, l'acteur Kevin Spacey. Il a plus à faire ses preuves. C'est un des plus grands. C'est un des plus grands. Seven, le truc là. La vie de David Gale. David Gale, le truc de paranormal, un des meilleurs films de paranormal incroyable où joue un extraterrestre. Elle est Confidential. Négociateur. Qui est Park. Donc voilà. Vous avez vu Usual Suspect. Oh la vache, magnifique. L'oubli. Quel acteur. Franchement, regardez ça. Offrez-vous ça à Noël. Franchement, c'est incroyable. Tout à l'heure, j'ai regardé le coffret. J'ai dit, c'est lui qui devait gagner. Il a gagné 3 fois les Golden Globes pour celle-là. Il devait gagner, je sais plus, c'est pas les MTV Awards, c'est Breaking Bad qu'il a eu, un truc comme ça. Peut-être. Je crois que c'est ça. Mais Breaking Bad est plus populaire, c'est clair. Mais House of Cards, c'est très intello, on est assez largué. Et ce qui est cool, c'est que le scénar nous reprend au bout d'un moment. Parce qu'au début, c'est très compliqué, les trucs démocrates, les sénateurs américains. On rentre vraiment dans le cœur de la Maison Blanche. Franchement, c'est. Regardez si ça vous intéresse, c'est un peu politique machin, mais ça déboîte. Ça fait le buzz en ce moment. Ça fait le buzz. Franchement, c'est Canal d'ailleurs, voilà, encore un peu de promo pour Canal, les mecs. C'est Canal qui diffuse ça. Comme quoi, ils croient quand même dans des trucs des fois un petit peu plus pointus, et c'est quand même cool. Donc voilà pour ce podcast exceptionnel, fantastique, magnifique, en compagnie de mes deux compères, que j'espère que vous avez été contents de revoir, Anton, que vous n'avez pas vu là depuis quelques podcasts. Et donc on va conclure ça en vous disant, parce que dernier de l'année, il n'y en aura plus, c'est la fin. Des vacances, on fait la pause. On fait la pause, on reviendra dans la semaine du 10 janvier, si je ne me trompe, avec des surprises, parce qu'on reviendra avec des cadeaux de Noël. Et on vous l'annonce, on se met un peu la pression, il nous laisse pas beaucoup de temps pour conclure. On dit rien. Mais il y aura des surprises. Voilà, il y aura des surprises, il y aura des cadeaux de Noël. Ils n'ont qu'à suivre les réseaux sociaux et ils le sauront, c'est tout. Il y aura des concours. Il y aura des plein de cadeaux à il y aura gagner. plein de choses. Est-ce que ce décor de RIP restera comme celui-ci? C'est pas sûr. Est-ce que les podcasts auront des invités? C'est probable. Quelles seront les thématiques envisagées? Donc même moi, je prends un peu à partie tout le monde parce que on n'a pas eu le temps beaucoup de se voir, machin, mais il y a des choses qui vont se passer. Il y a la saison 1, 2, regardez-les. Mettez des commentaires, invitez vos copains, vos grands-mères, vos grands-pères, partagez sur les réseaux sociaux, dites-leur de venir. Là, c'est le 25. C'est le 25. Regardez RIP le 25. Voilà. Tous autour devant la cheminée, la dinde, la cheminée, RIP en fond. Parfait. Sur ce, on vous embrasse, on vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et puis hasta la vista baby, quoi. Hein. Allez, on vous embrasse. Bye bye. Bonne année à tout le monde, bisous. Merry Christmas.